L'objectif de départ, c'était de devenir un acteur e-commerce important dans la filière vin et de devenir l'acteur incontournable facilité pour l'achat de vin en direct vigneron. Et pour ça, à l'époque, on a lancé ce qu'on a appelé une place de marché communautaire. En fait, on avait beaucoup moins de moyens que déjà quelques gros sites qui commençaient à investir, hein, les gros distributeurs. Donc on s'est dit, si on lance une marketplace où on se contente de référencer les bouteilles les unes à côté des autres comme on l'a en GD, clairement, on ne sortira pas du lot. Donc notre concept, c'était de lancer une place de marché communautaire. Communautaire parce qu'on a voulu vraiment starifier et valoriser les vignerons. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas rentrer seulement par les bouteilles, mais on voulait rentrer et valoriser les hommes qui se cachent derrière les bouteilles. Ça, c'est un parti pris qui était très important. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast des Nouveaux Explorateurs, le podcast qui part à la rencontre d'entrepreneurs et de personnalités issues du monde du vin, de la gastronomie et de la mode. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, je suis Geoffrey Château, fondateur de Discovery, l'agence de communication spécialisée en création et développement d'identités de marque food, drink et lifestyle. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'agence. Avant de commencer l'épisode, j'ai besoin de votre aide. Si vous appréciez les interviews et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vais vous demander un maximum de likes sur cette vidéo et de vous abonner en cliquant sur le gros bouton rouge. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Loïc Tanguy. Bonjour Loïc Tanguy. Le fondateur de la place de marché dédiée aux vins de vignerons, Les Grappes. Quand Loïc a l'idée de lancer sa plateforme en 2014, il part d'un constat simple. Acheter des vins à des vignerons en direct est une vraie galère. Pour répondre à cette problématique, il va proposer une idée simple. Simplifier l'achat des vins en direct des vignerons pour les particuliers et les professionnels via une place de marché communautaire. Au programme de ce nouvel épisode, on va parler de vin, on va parler de digital, on va parler d'évolution des modes de consommation, on va parler d'entrepreneuriat et on va parler d'un maximum de sujets. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite en compagnie de notre invité. Bonjour Loïc, merci de prendre le temps pour le podcast. Pour que les gens, j'essaie toujours de planter un petit peu le décor au début de l'épisode, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer dans les grandes lignes un petit peu le concept de Les Grappes ? Bien sûr. Donc, je suis Loïc Tanguy, j'ai 40 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants, voilà, qui sont des éléments importants dans un contexte entrepreneurial. J'ai lancé Les Grappes officiellement en 2014 avec la volonté de simplifier l'achat de vin en direct des vignerons récoltants, partant d'un constat assez basique, mais néanmoins complexe à adresser ou à gérer, qui était que c'était compliqué pour les particuliers à l'époque d'acheter du vin en direct des vignerons récoltants. Ouais. Voilà, donc c'est ça vraiment le point de départ qui a fait qu'on a eu envie de porter ce projet et cette aventure. Ça m'intéresse. J'ai lu que tu t'étais retrouvé dans un salon à Château-Valmer. Tu cherchais à acheter. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir quelle est la problématique que tu as essayé de résoudre lorsque tu as créé Les Grappes ? Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai pas travaillé dans le secteur du vin, mais je suis effectivement, c'est une passion qui m'a été transmise, le vin, hein, par mon père. On va dire, on est 3 garçons chez nous et les 3 sont tous passionnés par le vin, ont une cave, voilà, s'y intéressent très fortement. Donc, c'était voilà, une passion qui était transmise. Et clairement, j'allais dans les salons et je faisais un peu la découverte de mes pépites. Au Salon des vignerons indépendants à Paris, je découvre ce fameux vigneron, Château de Valmer. Je lui achète une caisse de vin, tout content de ma trouvaille. Sauf que l'année d'après, il me contacte et il m'envoie un formulaire papier à mon domicile. J'habitais à l'époque au 6e étage sans ascenseur à Paris. Et là, sur le papier du bon de commande, il y a marqué commande par minimum de 24 bouteilles et règlement par chèque. Voilà. Et là, on se dit quand même que on n'est pas en 1994, on est en 2013 à l'époque, et on se dit que à l'ère d'Amazon, c'est pas possible que des vignerons qui ont des super produits, moi qui en tant que particulier ai vraiment envie d'acheter son vin, je sois contraint d'acheter par 24, sans capacité de stockage, à faire un règlement par chèque. Voilà. Donc il y avait clairement un truc pas logique, en tout cas quelque chose qui tournait pas rond. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, tu es parti de tes problématiques. Et comment ça s'est passé les premiers mois ? Parce que j'ai lu qu'au tout début, tu as réussi à trouver une vingtaine de vignerons. À peu près. Comment ça commence ? Comment tu arrives à convaincre les gens de dire bonjour, moi c'est Loïc Tanguy, voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que je veux lancer, et d'avoir cette crédibilité au début, et quelles sont un petit peu aussi les galères que tu as rencontrées justement au début ?
Galères nombreuses, et c'est les joies de l'entrepreneuriat. Clairement, mais c'est un peu la belle naïveté qu'il faut avoir pour lancer des projets comme ça. Je venais pas du vin, donc je n'avais aucun réseau. Donc les premiers vignerons, en fait, m'ont été recommandés par un cousin de mon père qui était caviste à Courseulles, Pierre-François, et qui m'a donné les contacts de vignerons qui pouvaient rentrer dans la cible, donc des vignerons récoltants, des vignerons indépendants. Et donc je suis allé voir ces vignerons, domaine par domaine, pour aller les convaincre. Euh, et en fait, ils se sont laissés convaincre ou embarquer parce que j'espère qu'ils m'ont trouvé sympathique. En tout cas, ils ont trouvé l'idée intéressante, mais je pense sincèrement qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on fasse de miracle, parce qu'ils étaient aussi un peu échaudés par les nombreux projets qui se lançaient dans le e-commerce et avec lesquels il y avait assez peu de succès. Il faut quand même préciser, et c'est logique, qu'on a convaincu des vignerons qui nous ressemblaient, c'est-à-dire des vignerons plutôt jeunes, des vignerons qui étaient pour la plupart en reprise de domaine et donc qui cherchaient des nouveaux canaux de distribution. Ouais. C'est clair que les vignerons très établis, dans des régions très établies, c'est pas ceux qu'on a pu convaincre en premier, quoi. Et Jean, tu disais que tu n'es pas du secteur du vin, j'ai vu que tu avais fait ESC Grenoble. Euh, Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant-après? Tu as tout plaqué, tu es parti d'où tu viens pour finalement avoir cette idée de ce projet, de se dire, bah, tiens, un matin, je me lève et je me lance. Alors, je peux te faire la belle histoire, c'est-à-dire qu'on arrive à reconstituer des briques dans l'autre sens en se disant que ce qu'on a fait a un minimum de sens et de lien. Moi, j'ai travaillé dans une boîte informatique, Rien à euh, voir. rien à voir, c'était de la sécurité informatique, donc rien à voir. Secteur pas glamour, mais boîte extraordinaire, dans le sens où on a eu une croissance très forte. Je me suis retrouvé très jeune, moi, exposé à un gros job. J'étais directeur du support commercial. Et donc, j'avais une équipe de 60 personnes, j'avais 27 ans. Voilà, donc j'avais un patron très charismatique et qui m'a laissé dire beaucoup de champ libre. Donc, c'était une expérience, je dirais, intrapreneuriale. Derrière, le comité de direction auquel j'étais a changé et donc j'ai quitté la boîte. J'ai été mis en contact avec quelqu'un qui portait un projet assez extraordinaire, puisqu'il voulait créer sous une même marque qui s'appelait Fort Royal euh, une maison qui regroupait en fait des artisans d'art. Voilà. Donc l'idée de départ, c'était de se dire qu'il y avait plein d'entreprises en France qui avaient des savoir-faire extraordinaires, des ébénistes d'art, des maîtres verriers, des orfèvres, mais que les entreprises n'avaient pas la taille critique pour créer une marque forte et pour avoir une structure commerciale pour se faire connaître à l'export. Enfin, Ouais. donc moi, j'ai été là cofondateur, donc j'ai accompagné quelqu'un à porter ce projet. Et pour pas mal de raisons, j'ai quitté ce projet, je dirais assez rapidement, puisque au bout de un peu moins de 3 ans. Et c'est après ce projet que j'ai effectivement enchaîné sur les grappes. Après un déjeuner avec mon frère, qui lui était en poste et est resté en poste dans des grosses entreprises. Mais c'est effectivement lors d'un échange où effectivement Mathieu, donc mon frère, a poussé l'idée euh, voilà, suite à l'anecdote que je t'ai remontée là sur le château de Belmer, de lancer un projet autour du vin, d'une marketplace autour du vin, considérant qu'effectivement le format de la place de marché répondait parfaitement aux problématiques et on va dire aux frustrations de ce marché-là. Donc c'était quoi toi ton objectif ultime quand entre, j'imagine entre aujourd'hui et le début, il y a dû y avoir une différence. C'était quoi ton objectif quand tu as ton idée de base en disant bah voilà, aujourd'hui je monte les grappes et l'objectif c'est ça. L'objectif de départ principal, c'était de devenir un acteur e-commerce important dans la filière vin et de devenir l'acteur incontournable pour faciliter l'achat de vin à direct vigneron. Et pour ça, à l'époque, on a lancé ce qu'on a appelé une place de marché communautaire. En fait, on avait beaucoup moins de moyens que déjà quelques gros sites qui commençaient à investir, hein, les gros distributeurs, Carrefour, Leclerc, même Amazon. Donc on s'est dit, si on lance une marketplace où on se contente de référencer les bouteilles les unes à côté des autres comme on l'a en GD, clairement, on ne sortira pas du lot. Donc notre concept, c'était de lancer une place de marché communautaire
communautaire parce qu'on a voulu vraiment starifier et valoriser les vignerons. C'est-à-dire qu'on voulait pas rentrer seulement par les bouteilles, mais on voulait rentrer et valoriser les hommes qui se cachent derrière les bouteilles. Ça, c'est un parti pris qui était très important. Place de marché communautaire parce qu'on a créé beaucoup de contenu. Voilà, on s'est rapidement occupé de la rubrique vin du Parisien.fr et donc on a vraiment créé beaucoup de contenu autour du vin, qui est un élément important aujourd'hui, qui fait qu'en termes de référencement naturel, on est fort. Et le troisième élément, c'est effectivement, on a une approche qui est plus normale aujourd'hui, mais on a mis beaucoup d'avis sur le site. L'idée de départ, c'était que les membres de la communauté puissent mettre des avis et poser des questions aux vignerons et que les vignerons puissent répondre. Voilà. Ces éléments nous ont permis de nous distinguer des sites qui étaient des purs sites e-commerce de vin et d'apporter un supplément d'âme qui était important pour nous, quoi. Voilà, donc l'ambition de départ, c'était de devenir un site majeur pour le e-commerce B2C et pour les vignerons. Ça, je trouve ça intéressant, parce que tu me dis au début de nos échanges là, que c'était plutôt des jeunes finalement que tu as réussi à convaincre. Et je constate autour de moi que tu as une génération qui va être très à l'aise avec les achats, qui va regarder effectivement les commentaires, un petit peu comment fonctionne la recommandation. Quelle est l'évolution que tu as vue toi, entre 2014 et aujourd'hui au niveau de l'utilisation et de la confiance qu'on peut avoir dans l'achat Internet, surtout sur un secteur qui est très complexe, que je trouve le vin, parce que prenons l'exemple du caviste, de la foire au vin, où tu te présentes, et moi le premier, je vais chez mon caviste, qu'est-ce que tu me recommandes en termes d'un vin plutôt minéral, telle région, pour tel type de plat. Donc voilà, la question c'est quelles évolutions tu as vues depuis 2014 et comment vous arrivez à pallier un petit peu ce côté recommandation face à face que peut promettre la foire au vin ou le caviste. Alors, globalement, ce qu'on observe quand même sur le marché dans les grandes tendances, il y a une tendance déjà de fond qui est, mais ça, tous les chiffres le disent, les gens boivent moins mais mieux. Deuxième grande tendance, en tout cas, on observe vraiment une poursuite de la difficulté des rayons de GD à se renouveler au profit des cavistes. Il y a eu clairement un vent de renouveau avec la période Covid, mais c'est clair que le caviste a retrouvé tout son sens ou son intérêt au détriment des rayons de GD où on voit des dizaines et des centaines de bouteilles alignées les unes à côté des autres. Et la troisième tendance, effectivement, online, elle est effectivement assez paradoxale. D'un côté, on a les personnes plus âgées, qui sont généralement les personnes qui, en fait, sur le vin, ont été assez précurseurs, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent au vin, en fait, ont été les premiers et qui ont plutôt au-delà de 50, 55 ans à acheter du vin en ligne avec des budgets importants. Et c'est des gens qui ont été captés par des sites comme Vente à la propriété, Millésima, notamment, pas tout ce qu'il y a cité, mais des sites assez historiques et qui ciblent des gens connaisseurs à fort pouvoir d'achat. Et après, tout l'enjeu de nos plateformes, c'est de voir comment on adresse une nouvelle clientèle de gens qui ne s'y connaissent pas forcément. Et donc ça, c'est une clientèle plus jeune. Et effectivement, nous, on est plutôt aujourd'hui dans un ciblage des 30-40 ans. Ouais. Ou pour être précis, des 27-40 ans. Je dis 27 parce que généralement, les 2-3 premières années post-travail, c'est-à-dire les gens ne sont pas encore dans cette recherche, dans cette quête, c'est-à-dire d'acheter des vins avec d'y intéresser. On voit souvent qu'il y a un retournement au bout de quelques années de travail. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec nos clients encore. Et ça, tu parlais effectivement de confrères sur ces marchés-là. C'est un marché qui est assez concurrentiel, on va dire, la vente de vin. Comment tu t'es armé, toi, pour justement réussir à augmenter en notoriété, en visibilité par rapport à des acteurs comme VP qui sont des machines de guerre en termes de vin? Alors, nous, un élément important, et c'est ce que je t'ai dit il y a quelques instants, c'était vraiment de choisir un parti pris important autour d'une place de marché communautaire. Le deuxième élément, c'était notre ADN sur lequel on n'a jamais tergiversé, c'est le fait de travailler avec des vignerons récoltants. Voilà. Nous, clairement, aujourd'hui, je ne vais pas citer des grosses marques, mais je pense qu'on ferait plus de chiffres en B2C si on avait référencé certaines grosses marques, certaines grosses appellations. Voilà. Mais on veut rester fidèle à nos bases et je pense que c'est on va dire, cette
cet engagement sur le long terme ou cette crédibilité sur le long terme qui fait que notre marque peut rester forte. Ça, c'est très, très important. Et l'autre élément, c'est que notre format de place de marché nous a permis d'aller sur des nouveaux segments. Parce que oui, clairement, le segment du e-commerce B2C est saturé. Il y a peu de barrières à l'entrée. Dit différemment, demain, un caviste ou quelqu'un qui a envie de faire ça en side project peut acheter du vin, le stocker avec un Shopify et est capable de lancer un site. En fait, les barrières e-commerce sont limitées en B2C. Donc nous, on est allé rapidement sur une place de marché à destination des professionnels. Et là, c'est notre paire de manches. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, on s'est vraiment différencié sur le marché. C'est notre capacité à adresser aussi bien les clients B2C que les clients CHR, que les clients revendeurs. Et ça, c'est clairement un élément de différenciation qui est très fort. Je lisais et je t'écoutais dans différentes interventions où le Covid, rideau, tout le monde se met un peu, enfin tout le monde s'arrête de se payer, vous temporisez un petit peu de votre côté, et finalement de ce que j'ai lu, ça a été un bénéfice pour vous le Covid, dans le sens où remise en question du business model, du coup une évolution, puis favorisée aussi par le Covid où les gens, même si tu as nuancé un peu le propos, les gens se retournent un peu sur Internet un certain temps et on réajuste Ouais. un peu leurs achats, mais quelle leçon tu tires toi finalement quelle leçon positive tu tires finalement du Covid sur ton business? Eh ben, on s'est pas ennuyé déjà. Effectivement, nous, on n'a pas eu l'effet d'aubaine qu'ont eu nos concurrents qui étaient full B2C, qui ont connu des croissances très très fortes. Nous, on a eu une croissance forte et très forte sur le B2C, mais le B2C était devenu une petite activité chez nous. Donc nous, effectivement, on a eu de la croissance sur le B2C, mais notre marché CHR était, en toute logique, complètement à l'arrêt. Et contrairement à nos concurrents qui étaient 100% exposés au CHR, qui ont des très grosses aides là-dessus, ben nous, on n'a pas eu d'aide parce que la perte au global du CHR n'a pas été assez forte pour qu'on bénéficie de ces aides. Donc, moi, sincèrement, il n'y a pas eu d'effet d'aubaine Covid, contrairement à mes concurrents qui ne faisaient que du B2C. En revanche, effectivement, ça a accéléré une mutation pour nous, côté pro, qui était de se dire, bon, ben voilà, les restos, CHR, café, hôtel, restaurant sont fermés. Quel est le circuit de distribution qu'on peut aller travailler de manière très logique et naturelle? C'était la grande distribution, qui est un segment aujourd'hui très important. Il y a 60% des volumes de vin qui sont vendus en GD. Et nous, notre souhait, c'est d'amener des vignerons récoltants en GD, parce que c'est pour moi la GD, pour peu qu'on valorise bien le vigneron au sein d'un rayon de GD, il y a des très belles choses à faire. Voilà. Mais c'est important de travailler la valorisation du vigneron au sein du rayon. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Tu parles de B2B, B2C, et comment vous gérez, parce que là, comme on disait, on est sur le digital, comment vous gérez les retours clients? Et je vais plutôt dire les négatifs, puisque le digital, les gens se lâchent quand même derrière un écran à tailler parfois une marque, entre peut-être le vin qui avait un défaut malheureusement, peut-être un coup de bouchon, ou le choix du vin qui finalement se révèle peut-être inopportun par rapport à ce que la personne attendait. Et je trouve qu'il y a une grosse difficulté avec le digital, justement, de bien gérer la réputation digitale, justement, la e-réputation. Comment aujourd'hui vous arrivez à gérer ce point-là sur des choses peut-être que vous maîtrisez moins Alors, nous, dans l'ensemble, c'était un peu notre parti pris quand on a mis en place des avis pour le vin. C'était de se dire, alors, la difficulté, elle est plutôt, est-ce que les gens osent mettre des avis sur le vin Oui. en France? La réponse est pas trop, ou pas assez. Tu prends en Angleterre un site qui s'appelle Naked Wine. Les gens mettent des avis en mode j'adore. Et c'est pas grave, sont beaucoup plus désinhibés que le consommateur français qui, si il n'est pas un avis super précis, super pointu, est un peu gêné, quoi. Voilà. Euh, En revanche, de l'autre côté, est-ce que les gens mettent des avis très négatifs? Honnêtement, c'est rarissime. Parce que, et je pense que c'est ce qu'ils comprennent sur notre site, euh, derrière, ils attaquent directement le travail d'un homme, quel travail d'un producteur, quel travail d'un vigneron. Et clairement, il y a une forme de respect pour ce travail-là. Donc, contrairement à certains avis qu'on peut avoir, je sais pas, qu'on va
mettre un avis sur des outils, enfin des trucs très très neutres. Là, il y a quand même un respect qui est lié au fait qu'on s'attaque quand on met un avis sur le vin à un producteur, à un homme qui en tout cas a mis tout son amour et toute son énergie sur le vin. Donc dans l'ensemble, je veux dire les retours négatifs sont rares. En revanche, c'est plutôt dur d'avoir des avis parce que, et ça, moi, c'est un regret que j'ai. Euh, En France, il y a quand même un certain entre-soi sur le vin, avec certains sachants qui effectivement entretiennent effectivement leur expertise et les amateurs aujourd'hui n'osent pas trop se lâcher pour mettre des avis, même si c'est des avis en disant j'adore, quelle claque, voilà. Ça, je trouve que ça manque un peu. Effectivement, on est encore dans un côté, je vais pas dire snob, mais un peu trop expert dans notre approche du vin. Ouais. Et ça justement, après là je vais parler uniquement en mon nom, je sais pas comment toi tu consommes, mais cette génération des trentenaires, moi j'avais tendance à picorer en fait chez les marques, c'est-à-dire j'entends beaucoup de marques avec qui je travaille qui vont me dire, ah bah avant les Belges par exemple ouvraient le coffre, on chargeait à rabord, la personne repartait, revenait l'année d'après. Moi j'ai plutôt une logique de me dire, bah, j'ai envie de découvrir plein de choses, donc je vais picorer un peu de ci, un peu de ça. Comment vous arrivez aussi peut-être à fidéliser cette clientèle sur les grappes? C'est une très bonne question et je dirais en B2C c'est compliqué. La réalité c'est que il y a encore 20 ans ou 30 ans, génération de nos parents, effectivement, c'est ce que nous disent les vignerons, hein. Salon des vignerons indépendants, l'acheteur venait avec sa voiture, tac, 30, 40, 60 bouteilles, 90 bouteilles, où il passait au domaine. Et effectivement, les gens étaient attachés beaucoup plus à un vigneron, sur des volumes importants. Et clairement, aujourd'hui, la tendance, génération Amazon ou e-commerce, j'achète peu et encore pas par 6 bouteilles, mais même en panaché. Je teste, voilà. Donc la fidélité est clairement aujourd'hui sur le vin une tendance qui se perd. On est beaucoup moins attaché à un domaine qu'un autre. Voilà. Et en revanche, nous ce qu'on voit, c'est que l'attachement à une marque, je pense, est un sujet important. Et c'est pour ça que nous on est assez convaincus que effectivement être identifié comme une marque crédible dont son accompagnement du vin est important. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tu vas peut-être acheter 6 bouteilles dans le même domaine, et encore, quand à l'époque, tes parents les achetaient par 60, quitte à n'avoir que 3 vignerons différents sur l'année. Ouais. Voilà. Et encore aujourd'hui, c'est une stat que j'ai pas. Mais combien, enfin, je vais parler pour moi, combien de personnes dans mes amis, tu vois, j'ai 40 ans, ont vraiment une cave et stockent vraiment du vin? C'est très très peu. Tu vois, c'est très très peu. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, tu vois, même les amateurs que je connais, pour la plupart, achètent des bouteilles, mais c'est pour les consommer dans les 2 mois. Tu vois, le nombre de personnes qui Pas ont de vrai, Vanguard. bah, il y en a très peu. Voilà, avec une logique de vieillissement, de garder son vin sur 5 à 7 ans. C'est pas fréquent. Hmm. Bah, C'est puis pas la fréquent. frustration de devoir attendre aussi longtemps et la frustration de te dire est-ce que le vin, du coup, j'ai attendu trop longtemps pour le boire? Parce que beaucoup de gens autour de moi, moi le premier, je suis là à me dire bah, je la garde combien de temps? Alors, du coup, on m'a dit 5 ans, mais du coup, est-ce qu'elle sera encore bonne? Est-ce que je l'aurai bien conservée? Alors oui, mais j'utiliserai pas le mot frustration. Moi, enfin, c'est la difficulté, mais c'est en même temps la beauté. Alors parfois la frustration que j'ai plus, c'est quand j'ai des bouteilles que j'ouvre, que j'ai gardées 8 ans, 10 ans, 12 ans, et qu'effectivement les invités que tu as s'en rendent pas compte. Ça me frustre, tu vois, parce que c'est, tu vois, mais moi j'ai le plaisir de me dire, voilà, j'ai acheté des bouteilles sur la naissance de mes enfants, je me dis, tiens, ces bouteilles, je vais les ouvrir pour leurs 18 ans, pour leurs 20 ans. Enfin, ça c'est un côté, je le trouve assez magique. Voilà. Il faut avoir la patience, effectivement, à un moment d'acheter et de pouvoir conserver. Il faut avoir de la place. C'est pas toujours facile quand on est en région parisienne et jeune. Voilà. Mais je pense que c'est pas facile, mais je trouve que c'est un côté chouette, effectivement. Voilà. Mais c'est un effort, quoi.
Un point que je voulais aborder avec toi, que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que vous êtes marketplace, donc 100% digital. J'ai vu que vous aviez ouvert, alors je ne sais pas si c'est toujours animé, mais un lieu d'espace de dégustation, également de vente. Est-ce que, comme beaucoup de marques d'NVB qui sont 100% digitales sur le marché de niche, vous avez cette vocation peut-être à terme de se dire, ben voilà, on va commencer à s'ouvrir en physique, avec toutes les contraintes, bien évidemment, que ça engendre. Alors, sur notre lieu qui est aujourd'hui à Paris, là, en gros, je te parle actuellement. Donc, on est, nous, 15 rue du Sentier, donc en plein deuxième arrondissement. On a ouvert ce lieu, c'est simple, 2 semaines avant le premier confinement. Donc, on n'a pas été très visionnaire en termes de date. Donc, clairement, la partie boutique ouverte au public est quelque chose auquel on a renoncé suite à 2 ans de période un peu traumatisante là-dessus, Covid. En revanche, nous, on anime énormément de dégustations avec nos clients professionnels ici. Et donc, le fait d'avoir un espace avec de la place pour accueillir du monde, ça, c'est vraiment important. Ouais. Après, on a eu beaucoup de sollicitations, nous, pour ouvrir des points de vente. Et c'est clair, c'est l'avantage de ce qu'on fait, c'est qu'en fait, il y a plein de choses à faire autour de notre activité. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est une petite boîte et c'est compliqué de porter des métiers assez différents. Déjà, nous, aujourd'hui, on fait de la vente aux particuliers, aux cafés, hôtels, restaurants, aux revendeurs, à l'export. L'Italie? Voilà, voilà, l'Italie. Donc, très honnêtement, on s'ennuie pas. Et clairement, évidemment, moi, j'aimerais avoir un lieu de vie pour incarner la marque, pour recevoir nos clients, pour partager nos pépites, nos découvertes. Voilà, je dirais c'est la suite logique. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de tout faire et de tout bien faire. Donc à un moment, il faut choisir ses combats, quoi. Tu dis justement plein de métiers. J'ai lu, alors ça a peut-être évolué, 35 personnes en termes d'équipe. Ouais. Et tu as répété à plusieurs reprises, et ça j'aime bien aussi le côté, tu dis la marque, les grappes. Mhm. Comment tu dis, les vignerons, on allait chercher ceux qui nous ressemblaient, et je te poserai la même question sur tes équipes. Comment, avec une équipe qui augmente au fur et à mesure, c'est quoi les valeurs de Les Grappes et c'est quoi la marque Les Grappes pour les équipes avec qui tu travailles? Tu as Anthony Bourbon qui, justement, dans The Feed, le répète dans pas mal d'interventions, dit voilà, les valeurs, je briefe la personne, je lui explique pourquoi, d'où je viens, qu'est-ce que je veux en termes de relation avec mon client. Comment ça, est-ce que toi, tu le travailles aujourd'hui, ça, avec tes équipes? Alors, honnêtement, je suis très humble sur le sujet parce que on a fait, comme tout le monde, des erreurs de recrutement et je pense que c'est la science la moins exacte. Voilà, donc il y a eu des erreurs de recrutement sur du fit humain, sur côté métier, sur des erreurs de timing. Tu vois, on a lancé des recrutements en pleine vague, enfin post deuxième vague Covid, en se disant là c'est bon, ça va repartir. Bah non, c'est pas reparti. Voilà, donc c'est sûr que nous, en tout cas, on a une période, on va dire avec pas mal de rebondissements de ce côté-là, et donc voilà, je te fais un retour en toute humilité sur le sujet. Ce que je peux dire, et c'est nous aujourd'hui, on a des valeurs d'entreprise qui sont fortes, mais on a surtout aujourd'hui, on recrute des gens qui sont embarqués ou convaincus que ce qu'on fait a du sens. Voilà. Et ça, je le dis souvent, on n'est pas une boîte, on vend pas de produits d'assurance, on vend pas du logiciel. Nous, on a un produit qui est concret et on fait ça pour les vignerons. Donc, c'est sûr que derrière, quand tu as dit tout ça, la logique même des choses, c'est que on a une entreprise où le côté convivialité doit être beaucoup plus fort que dans une boîte qui vend du logiciel. Donc on a plein de moments sympas, de dégustation, de moments de relâchement avec des vignerons, etc. Donc oui, clairement le côté mission engagée et convivialité sont des éléments qui sont clés pour nous. Et ça, je dirais, c'est le terreau hyper fort, hyper clair. Voilà. Et nous, on s'est fait labelliser B Corp il y a maintenant plus de 3 ans, 4 ans. Donc, on a été la 40e entreprise en France à être labellisée B Corp. On a fait un bilan carbone. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on cherche aussi à faire venir des gens qui sont sensibilisés par ces problématiques-là.
et une fois de plus, j'en reviens au point principal, qui sont sensibilisés au fait que derrière notre client final, c'est des particuliers professionnels, mais c'est aussi et surtout un vigneron, et que le métier de vigneron est un métier qui est hyper compliqué. Voilà. Et donc, on gère des gens en face de nous, les vignerons, qui sont des artistes, des artisans et des agriculteurs. Donc parfois, honnêtement, c'est pas facile pour nous parce que voilà, on trouve parfois que les vignerons ne reconnaissent pas ce qu'on fait pour eux juste valeur. Mais voilà, mais il faut toujours se rappeler que ce qu'ils font est très compliqué. C'est un métier sur lequel il y a des aléas qui sont très forts. Et voilà, et ça permet aussi souvent de remettre un peu les choses en place et qui fait qu'on a aussi une culture économique ou de la dépense. On fait gaffe à tout parce qu'on est aussi, je pense, ancré dans le réel, quoi. Ouais. Voilà. On n'est pas Startup Nation. Là, c'est une dimension un peu plus personnelle. T'expliquais ton parcours avant d'entreprendre. Toi, tu t'es toujours dit un jour je vais entreprendre ou c'est le contexte et les rencontres qui ont fait que tu t'es lancé? Bon, je pense que j'ai toujours été porté par ça. À une époque, ça fait un peu vieux qu'on dire ça, mais moi je suis sorti d'école en 2005. J'ai fait au sein de l'ESC Grenoble un master qui s'appelait le master labellisé HEC Entrepreneur, qui était sur la pédagogie du master HEC Entrepreneur. Donc il y avait 6 missions qui étaient voilà, mission création, développement, restructuring. Bon. Et donc en un an, on voyait un peu tous les cycles de vie dans l'entreprise. Donc ça, c'était fabuleux. Donc oui, en fin d'études, j'ai fait ça. Donc clairement, c'est quelque chose qui m'a toujours porté et animé. Mais à l'époque, en 2005, justement, on était un peu moins startup nation et on parlait beaucoup. Tu vois, l'entrepreneuriat était clairement pour moi à la mode, quoi. Ouais. Voilà. Mais moi, j'ai toujours été, je pense, porté par l'envie de porter des projets. Tu vois, je me suis toujours occupé d'associations, voilà. Je pense que j'ai un tempérament pour ça. Après, clairement, j'avais pas d'idée préconçue. Voilà. Mais je suis allé tout de suite dans mon premier job a été dans une PME. On est passé de 300 à 1000 et clairement, je suis pas allé bosser à la BNP ou dans des grosses boîtes comme ça, quoi. Ouais. Ou plutôt, j'ai fait un stage dans une grosse boîte comme ça et je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc, quoi. Voilà. Donc oui, je pense que j'ai toujours été animé par ça. Après, j'avais clairement pas d'idée préconçue. Je pense contrairement à ceux qui sortent d'école aujourd'hui, où là, ces 5 ou 7 dernières années, il y a eu une mode, et sans que ce soit péjoratif, hein, mais en tout cas un vrai raz-de-marée sur l'entrepreneuriat avec des financements incroyables. Voilà. Il y a eu, voilà. Je pense que je suis de la génération d'avant pour ça. Et justement, là, ça fait depuis 2014 que les Grappes est lancé. Toi, c'est quoi le bilan? Enfin, qu'est-ce que tu retiens en termes de conseils? Ou en tout cas, si demain tu devais te donner des conseils à toi en 2014, qu'est-ce que tu pourrais retenir de ces années pour entreprendre? Je pense que j'ai de la chance de bien gérer les émotions parce que quand même il y a peu de nuits ou ces 8 dernières années où j'ai mal dormi, tandis qu'on est quand même, je pense, quelle que soit la taille de la boîte, on est en tant qu'entrepreneur soumis à des émotions positives et négatives assez fortes. Non, c'est la vertu de la patience, parce qu'on imagine toujours que ça ira beaucoup plus vite que, que la réalité. Ouais, donc c'est apprendre à être patient et en revanche peut-être sur les financements, peut-être un peu paradoxal, mais effectivement, on a été patient, en tout cas sur le côté financement, et je pense qu'à un moment il y a une certaine vertu effectivement à aller plus vite, à prendre un peu plus de risques. Et la case financement, chose qu'ont très bien su faire aussi les entrepreneurs qui sont arrivés, je le dis, dans cette nouvelle mode de start-up. Je pense, voilà, qu'à un moment, le fait d'avoir des moyens et beaucoup de moyens permet d'aller vite et de permet de prendre aussi, de préempter certains marchés, quoi. Et Voilà, ça, justement, c'est un truc que tu n'as pas voulu faire, ça, parce que j'ai vu que vous aviez levé, enfin, en tout cas, il y a eu un financement de 700 000 euros, je crois, 2016. Alors, ouais, en 2015, donc on a levé 700 000 euros, ce qui était beaucoup à l'époque,
en amorçage et beaucoup pour le vin. Donc on a fait des levées de fonds depuis, mais pas de levée, je dirais, significative, quoi. Oui, pas les sommes Euh, astronomiques qu'on entend actuellement sur. ouais, ouais, tout à fait. Alors on n'est pas dans une industrie aujourd'hui, dans la filière viticole, enfin, ouais, même wine tech, il y a très très peu de levées de fonds, hein. Mais c'est sûr qu'à un moment, lever des fonds, euh, voilà, te permet d'atteindre une taille critique, une visibilité, avoir des moyens que tes concurrents n'ont pas. Donc c'est sûr qu'avec du recul, je pense que j'aurais pu ou essayé euh, de lever des sommes un peu plus importantes pour aller encore un peu plus vite, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est paradoxal parce que je te parle de patience et en même temps le fait de lever des fonds est l'extrême opposé. Mais ce que dit derrière patience, effectivement, c'est de se dire que quand on pense que ça va durer, en tout cas on va être à X, à 3 ans, il faut toujours se dire que ce sera pas 3, ce sera toujours 6, quoi. Voilà, Oui. tu vois. Donc ça c'est plutôt un principe de réalité. Et pour aller à l'opposé de ce principe de réalité, c'est de se dire parfois, je pense que c'est pas mal d'avoir les moyens d'accélérer, quoi. Et justement, par rapport à cette dimension de faire évoluer son entreprise, puis le constat réel que tu vis, comment aujourd'hui, toi, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, est-ce que tu te challenges, ou en tout cas comment tu fais évoluer ton entreprise? Est-ce que tu pars de l'interne? Est-ce que c'est de l'externe avec des gens que tu fréquentes? Enfin, comment tu travailles ça au quotidien ou sur l'année? Alors moi, très vite, j'ai été entouré par un comité stratégique. Après, derrière, ce sont des actionnaires qui ont intégré ce comité stratégique. Voilà, mais j'ai des gens hyper chouettes qui accompagnent cette aventure depuis le début. Au sein du comité stratégique, je t'ai parlé tout à l'heure de mon frère Mathieu. Euh, voilà, qui lui a évolué dans des gros groupes comme Orange et Total, qui est aujourd'hui dans une boîte qui s'appelle EFI. Damien qui a eu des très gros jobs chez Dailymotion, Fabrice Berger-Duquesne qui a été un des dirigeants fondateurs de Webedia, Arnaud Delacoste qui a été un des fondateurs de Seitel, voilà, Philippe Carly, ancien patron du groupe Amaury et groupe Rebara aujourd'hui. Voilà, donc des gens d'un chouette niveau qui me challenge et je pense que c'est clairement nécessaire. Donc ça c'est de l'externe. Et en interne, aujourd'hui j'ai une équipe, voilà, des gens fabuleux. J'ai été longtemps accompagné, voilà, par Baptiste, tu vois, Quentin, notre CTO, Anatole, les opérations, Nicolas. Voilà. Et ça, je pense que effectivement, le meilleur challenge, c'est d'être challengé aussi par des gens de l'interne, voilà, qui sont, au bon sens du terme, nous poussent aussi un peu dans leur tranchement et m'obligent à me poser de bonnes questions, quoi. Ouais. Voilà, et je reviens là-dessus, c'était ta question sur comment composes ton équipe. Voilà, on est pas plus dans un produit qui est sympa. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de gens qui sont portés par des choses, voilà, animés par des belles choses. Et on bosse quand même dans une relative bienveillance et bonne ambiance, quoi. C'est une question qui est très personnelle, mais c'est quoi pour toi la définition du succès aujourd'hui? C'est effectivement personnel. Euh, en tout cas, je vais te dire, moi, le succès pour les grappes, ce serait d'être une marque qui dure, qui reste. Moi, enfin, j'aime beaucoup notre marque. Effectivement, à un moment, il y a des gens qui m'ont dit qu'on avait une marque qui n'était pas très internationale. Voilà, mais je trouve que, en tout cas, nous, cette marque enfin, est belle, identifiable et très conforme à notre ADN. Donc, moi, le succès pour les grappes, ce serait de perdurer dans les 10-20 prochaines années et d'être vu comme la marque Direct Vignon, comme la plateforme qui permet d'acheter pour les particuliers et les professionnels en direct des vignerons. Et clairement, ça va plus lentement que dans d'autres industries, parce qu'il y a des industries où les gens arrivent, lèvent 2 millions, et puis peut-être qu'un an plus tard, ils sont morts. Nous, clairement, on n'est pas sur ces marchés-là. Voilà. Mais c'est sûr que moi, en tant qu'amateur de vin, passion familiale transmise, comme je te l'indiquais tout à l'heure, voilà, si j'arrive à avoir développé une marque, si on arrive à développer une marque qui, au-delà de moi, perdure,
et remplit sa mission qui est d'accompagner les vins dans leur distribution particulière et professionnelle, je pense que déjà on aura fait un bon bout de chemin, quoi. On a évoqué l'Italie. Aujourd'hui, c'est quoi tes prochains défis ou tes prochains challenges pour les grappes? Bah, c'est de faire bien tout ce qu'on fait déjà, ce qui est, je pense, un très beau challenge. Euh, Clairement, l'Italie, euh, on vient d'ouvrir un bureau là-bas. Au-delà de l'Italie, on a de la demande à l'export qu'on souhaite adresser. Donc, ouais, non, honnêtement, on n'a aujourd'hui pas de lancement de nouveaux projets. Voilà. Mais déjà, être bon sur le B2C, le CHR, la vendeur et l'export, déjà, ça, on a de quoi s'occuper. Donc, la réponse simple, c'est mon challenge, notre challenge collectif pour les grappes, c'est d'être bon et d'être encore meilleur sur l'ensemble des 4 segments que je viens d'évoquer. Alors là, je te pose la question sans que tu aies pu préparer. Je pose toujours la question par rapport au domaine de l'invité. Est-ce que toi, aujourd'hui, comme tu es sur le digital, est-ce que tu as des comptes, alors que ce soit de l'Instagram, du TikTok, peu importe, hein, mais qui te font kiffer au quotidien, que tu dis, tiens, ça c'est. Alors, que ce soit un vigneron ou autre domaine, hein, mais tu te dis, tiens, ça c'est des comptes super sympas à partager, quitte à ce que tu me les renvoies plus tard et je les mettrai dans l'article, mais. Alors, je t'avoue, euh, Facebook, moi, je m'en sers plus du tout. Et je suis un peu consterné ou navré par le manque d'engagement qu'on a sur notre page aujourd'hui. On a aujourd'hui presque 80 000 fans, hein, sur la page Les Grappes. Honnêtement, on a un engagement qui est super faible. Euh, Instagram, moi, à titre perso, je ne m'en sers pas. Je m'en sers évidemment pour regarder les comptes autour de Les Grappes, mais moi, à titre perso, je ne relais pas. Ce qui est pas bien, mais voilà, j'ai aussi un peu de mal avec le concept d'exposition de sa vie perso. LinkedIn, je suis vraiment pour le coup plus actif. Et que ce soit pour les grappes ou pour moi, effectivement, je suis plus actif enfin, tu vois, sur ces médias-là. Là, en tête, j'ai pas forcément de compte auquel je pense. Voilà. Mais après, je trouve qu'il y a des boîtes, effectivement, qui le font bien. Mais j'ai pas d'idée comme ça à te donner de compte Wahoo. Non, je suis désolé, mais j'ai pas de. Ça me va. Voilà. Mais à part effectivement, te dire qu'effectivement, je reconnais on va dire ma nullité sur Instagram, qui est quand même un réseau super important aujourd'hui pour notre secteur. Les grappes, on a aujourd'hui 15 000 abonnés. C'est bien, mais c'est pas assez. En revanche, sur LinkedIn, on a aujourd'hui 18 000 abonnés et c'est une belle communauté sur LinkedIn. Voilà. Je propose toujours un dernier mot pour terminer l'interview. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Ouais, ouais, juste te dire déjà que j'étais ravi de parler de Les Grappes, qu'effectivement l'entrepreneuriat est un long chemin semé d'émotions, mais je pense que c'est toujours plus simple quand on le fait dans un secteur qui nous anime, hein, et quand on le fait porté par des valeurs auxquelles on croit, et qu'on le fait pour des gens qui font un métier qui est fabuleux, qui est le métier de vigneron. Et je redis, et je finirai là-dessus, que le métier de vigneron est un métier fabuleux, mais extrêmement dur. Ils ont des aléas incroyables, climatiques. Voilà, l'année dernière, on a plein de nos vignerons qui ont perdu 50, 60, 70% de leur volume. Voilà, donc on travaille avec des gens qui sont extraordinaires, pas toujours simple à gérer parce qu'on a aujourd'hui 1200 vignerons, et donc ça veut dire 1200 typologies de sociétés avec qui on parle qui sont différentes. Voilà, mais je pense que c'est une vraie chance, et c'est pour ça aussi qu'on a aujourd'hui, dire une utilité ou une mission, c'est que voilà, heureusement les vignerons en France ne se ressemblent pas. Voilà, s'ils se ressemblaient, je pense qu'on aurait beaucoup moins d'utilité. Mais nous, notre mission, c'est de faciliter l'achat en direct auprès des vignerons pour les particuliers, les professionnels en France et à l'étranger. Et je pense que les outils qu'on a mis en place depuis maintenant 2014 sont, voilà, une vraie plus-value dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci. Et oui, c'est déjà la fin. Si cet épisode vous a plu et que vous êtes passionné de vin,
Je vous invite à écouter tout de suite les épisodes précédents avec Ansem du Champagne Jacques Sellos, David du Champagne Robert Fèvre et Franck du Champagne Chanoine. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast des Nouveaux Explorateurs sur la chaîne YouTube de l'agence ou sur les différentes plateformes Apple, Google et Deezer. Si vous avez des questions, des suggestions ou des invités que vous souhaitez me proposer, je vous invite à le faire en m'envoyant un message privé sur mon compte LinkedIn ou en passant directement par la page contact de l'agence sur le site www.agencediscovery.fr. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes.